Bonsoir Agnès Nodin. Bonsoir. Vous êtes capitaine de police. Vous enquêtez sur des affaires de maltraitance d'enfants dans une brigade de protection de la famille, comme on dit maintenant. Avant, on appelait ça la brigade des mineurs. Exactement. Vous racontez votre quotidien dans ce livre, un livre coup de poing, Affaires d'ado, c'est son titre. C'est aux éditions du Cherche Midi. L'occasion de faire un état des lieux d'une certaine jeunesse en France, une jeunesse maltraitée, violentée, mais aussi l'occasion de revenir sur l'état de la police 2 semaines avant la grande marche nationale de la colère, comme elle a été baptisée. C'est le 2 octobre prochain. Des policiers à bout qui se sentent abandonnés, surexploités. Est-ce que vous, Agnès Nodin, vous y serez à cette marche? Oui, je vais aller marcher avec eux. Il y a un vrai malaise policier dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant. 48 gardiens de la paix qui se sont suicidés depuis le début de l'année. C'est un chiffre qui est en progression sur un an, qui reste bien plus élevé que dans le reste de la population. Comment est-ce qu'on explique cette détresse ? Alors déjà, il n'y a pas que des gardiens de la paix, puisque le dernier en date qui s'est suicidé il y a 2 jours est un commissaire de police. Donc le malaise, je pense, est beaucoup plus général que ça. Comme tous les malaises, je pense qu'il y a, voilà, c'est multifactoriel. Souvent, on invoque les raisons d'ordre privé, mais je pense que voilà, le travail y est pour beaucoup aussi. Des questions de management aussi, Par de exemple, conditions de travail. Voilà, les conditions de travail, les moyens qu'on a. Voilà, et le management fait partie des choses que je commence un peu à évoquer dans mon livre. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un autre livre avec un monsieur qui est assez connu dans la police, qui s'appelle Jean-Louis Arajol, qui est un ancien major de police à la retraite aujourd'hui, qui a été fait partie aussi d'un syndicat de police il y a une 20aine d'années. Et voilà, avec lequel on va essayer d'expliquer pourquoi comment ça fonctionne et pourquoi il y a un malaise, quelles sont les tensions auxquelles sont soumises, auxquelles sont soumises tous les flics, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Voilà, pour essayer d'apporter... donc ça, c'est votre prochain livre. Ça, c'est le prochain dont livre. Vous nous donnez finalement l'exclusivité. En tout cas, on sait que vous êtes en train de l'écrire. Exactement. Voilà, qui sortira dans quelques mois, justement parce que je pense qu'il y a une urgence à ce qu'on repense vraiment les choses à l'intérieur de notre institution. Alors, pour faire votre métier, Agnès Nodin, il faut avoir le cœur bien accroché, un mental de fer. C'est ce qu'on découvre dans ce livre, Affaires d'ado. Vous détaillez 3 enquêtes que vous avez menées. Ce sont des affaires de mœurs qui impliquent des jeunes. D'abord, pourquoi avoir choisi ces 3 histoires-là ? Alors, j'ai choisi ces histoires-là parce que elles étaient toutes en lien avec l'adolescence et je voulais vraiment faire un focus là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui mettent en cause les adolescents, dans lesquelles il y avait des choses qui revenaient régulièrement, et notamment leur accès à la pornographie par le téléphone, etc. Et aussi le désespoir des parents qui ne savent pas comment réagir. Qui ne savent pas comment réagir et qui, en tout cas, quand ils sont mis au courant des faits et qui doivent... venir chez nous et qu'ils entendent tout ce que leur progéniture a fait, bien souvent, c'est une révélation pour eux. Ils ne savent pas. Et je trouve ça assez dramatique. Ils ne sont pas non plus accompagnés dans ces démarches-là. Voilà. Alors, les cas que vous soulevez sont des cas très... poignant et choquant. Il y a un cas d'orgie entre mineurs, une liaison entre une ado et son oncle, un viol dans une famille. Est-ce que, là, vous parlez de la réaction des parents quand ils découvrent ces terribles nouvelles. Est-ce qu'il y a une question aussi sur l'accès à l'éducation sexuelle ? Est-ce que c'est un angle mort aujourd'hui que vous avez pu repérer dans notre société ? Alors, cette année, j'ai suivi un DU sur les adolescents difficiles. Un diplôme universitaire, pardon, sur les adolescents difficiles, dans lesquels j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de professionnels, dont ceux de l'Éducation nationale, avec lesquels j'ai beaucoup parlé de ça. Et je pense que c'est une problématique que tout le monde a,
parce que c'est tabou, personne ne veut en parler. À l'école, on dit que c'est à la maison on dit que c'est l'école. Et voilà, il y a certaines parties de la population qui ne veulent pas en parler. Il y en a d'autres qui voudraient, mais qui ne savent pas comment faire. Et donc, du coup, c'est un peu le sujet où, finalement, on n'en parle pas, on laisse les jeunes découvrir ça sur Internet, et donc par le biais de la pornographie. On va voir ces chiffres, hein, d'ailleurs, qu'on a de l'Observatoire de la parentalité numérique. À partir de 11 ans, en gros, on a un enfant sur 7 qui a déjà regardé un film pornographique, et entre 13 et 14, c'est 1 sur 3. Ouais. Ce sont des chiffres énormes et qui influencent les comportements. Moi, je le pense. Après, ça n'est que le constat de ce que j'ai fait et des enquêtes dans lesquelles, que j'ai menées, de voir que finalement, je pense que souvent les adolescents, ça les met dans une position de mal-être aussi, parce qu'on est toujours dans cet esprit de la société de consommation où il faut en faire plus, où il faut être hyper performant, qu'un jeune qui, à 12-13 ans, va découvrir la sexualité par ce biais-là, va se dire « Oh là là, mon Dieu, mais moi, je ne vais jamais arriver à faire ça, je ne vais jamais être crédible ». Et donc, ça le met dans une position... on va dire, de recul ou qui peut être compliqué à gérer à un moment où on se construit. Et souvent, du coup, après, ils vont essayer, ils vont tester, entre guillemets, sur des plus jeunes qu'eux. Et c'est là où on rentre dans on est dans une déviance, mais de quelqu'un qui est en train de se construire. Ce ne sont pas des adultes. Et justement, que vous disent ces enfants que vous interrogez, avec évidemment toutes les techniques, spécialisés d'interrogatoire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les retours que vous avez justement là-dessus? Est-ce qu'ils ont un regard? Vous voulez dire de ceux qui sont mis en cause? On peut avoir celui qui a été mis en cause. Moi, j'en ai eu un. Alors, c'est rare, mais j'en ai eu un qui a fini par avouer, de dire qu'effectivement, il l'avait fait. Et je pense que ça a été un soulagement pour lui. Et je l'ai encouragé là-dedans parce que je sais que c'est très difficile d'arriver à ça, surtout quand il y a tout l'univers familial qui est autour et qu'il y a une pression, on va dire, supplémentaire. Et puis, il y en a beaucoup qui refusent et qui ne le disent pas et qui le nient. Et donc, on se retrouve avec, ce qui est le cas de la troisième affaire, avec un classement sans suite. Et où il faut donc vous parlez d'un cas de viol d'un frère sur sa sœur, et qui est un cas classé sans suite, alors que vous êtes persuadé de la culpabilité du frère. Oui, mais il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir continuer, pour pouvoir le poursuivre. Et nous, on s'arrête là. Et qu'est-ce qui se passe derrière dans ces familles quand on a ces deux parents qui se retrouvent avec le fils qui est mis en cause, avec la fille qui est victime? Ce sont leurs enfants. Et l'accompagnement psychologique derrière, je pense que c'est un problème de société, et parce que ça arrive dans tout type de famille, donc personne n'est à l'abri de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut pas. Comment on protège les enfants? On ne peut pas supprimer Internet. Non, mais alors après, je ne sais pas, il y a plein de téléphones différents. Est-ce qu'à 11 ans, on est obligé d'avoir un téléphone sur lequel on peut accéder à Internet? Je ne suis pas sûre. Souvent, on se dit oui, mais il a 11 ans, il faut qu'il rentre de l'école tout seul. Mais ce n'est pas grave, un téléphone à clapet ou, je ne sais pas moi, les téléphones qu'ils utilisent, par exemple, pour les trafics de stupéfiants, qui sont des téléphones qui sont tout petits, sur lesquels il n'y a pas d'accès à Internet. C'est amplement suffisant pour savoir où est l'enfant, pour qu'il puisse communiquer. Vous rencontrez beaucoup d'enfants, on le voit dans le cadre de vos enquêtes. Est-ce que ça demande une écoute particulière? Est-ce qu'il y a des techniques spéciales pour les interroger? Alors oui, ça fait partie des formations qu'on a au sein de la police, les auditions des mineurs, des mineurs et des mineurs victimes. L'approche de l'enfant, il faut apprendre aussi quels sont les âges, quels sont les stades, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pour essayer de décoder ou d'interpréter les mots qu'ils vont nous donner, se mettre dans leur référentiel à eux. Donc oui, c'est nécessaire. Vous êtes la maman d'un petit Elio dont vous parlez dans votre livre, qui a 6 ans. Est-ce que c'est possible de ne pas devenir complètement parano avec le métier que vous faites? J'essaye tous les jours. Avec mon fils, j'ai réussi à faire cette césure de me dire, ce qui est dans le travail reste dans le travail. Potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver à mon fils, je le sais. Donc, je reste en alerte. Je suis vigilante par rapport à ce qu'il me dit ou par rapport aux états dans lesquels il peut être. Et c'est la seule chose que je peux faire. Eh bien, merci. Merci Agnès Naudin d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Affaire d'ado, c'est aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au taux d'intérêt historiquement bas. Les banques s'essoufflent, les épargnants souffrent, les emprunteurs se réjouissent. Quelles conséquences sur notre économie? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Dette, taux négatif, une bombe à retardement. C'est tout de suite.